Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo spéciale prise de parole art oratoire de 30 minutes. Nous allons voir aujourd'hui 3 astuces pour faire de vous des personnes à l'aise dans vos prises de parole en public et dans vos prises de parole du quotidien, mais aussi des personnes plus éloquentes, plus impactantes. Et j'imagine que si vous êtes ici, c'est que vous cherchez à d'une part mieux gérer votre stress dans vos prises de parole en public, cette gorge parfois nouée, ce sentiment de ne plus pouvoir bien respirer, ce cœur qui bat la chamade, ces mains moites, ces idées qui ne sont pas tout à fait claires, et vous cherchez peut-être également à être plus impactant dans vos prises de parole en public et en situation interpersonnelle, parce que vous savez qu'une prise de parole peut vous aider à faire la différence, peut vous attirer des opportunités ou malheureusement vous faire perdre ces opportunités définitivement. Vous le savez également, la prise de parole, c'est un art qui s'apprend, qui s'entraîne. Pour certains, c'est une compétence, pour d'autres, c'est un sport. Et qui dit sport ou compétence, dit apprentissage. Nous allons voir aujourd'hui, grâce à 3 techniques simples, comment passer de là à là dans vos prises de parole, comment mieux parler en public, comment mieux gérer votre stress, mais aussi être plus impactant et plus éloquent. Alors avant de commencer, je vais me présenter si vous ne me connaissez pas encore. Je m'appelle Nicolas Mel, je suis formateur en prise de parole en public depuis bientôt 10 ans et j'accompagne au quotidien des entrepreneurs, des particuliers, des entreprises, mais également des partis politiques qui cherchent à être plus éloquents dans leur passage médiatique, dans leur prise de parole publique ou dans leur situation interpersonnelle et d'une manière générale, ces personnes qui cherchent à être plus à l'aise. Par le passé, moi aussi, j'ai connu ces difficultés de prise de parole en public. Je me rappelle lors de mes études à Sciences Po ou lors de mes études à l'École normale supérieure, ou même peut-être déjà dans mes premières expériences professionnelles en cabinet de conseil. C'était terrible pour moi ces moments où je devais prendre la parole, faire des exposés, m'exprimer. Je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas comment dire les choses. J'étais très mal à l'aise. Ces sentiments de gorge nouée, cette impression de ne pas savoir quoi dire, comment parler, cette impression de ne pas être à la hauteur, mais également cette impression de ne pas être suffisamment impactant, de voir que des opportunités passaient devant moi et que je n'avais aucune capacité à les saisir. Et parfois même, ce manque d'audace, ce manque de courage dans mes prises de parole, je trouvais ça à la fois frustrant et en même temps, je le vivais comme une fatalité. J'avais toujours été timide quand j'étais petit et au fond, la vie professionnelle n'était que la continuité de cette timidité académique et dans le cadre personnel, eh bien une fois professionnel, je devenais encore une fois, je continuais dans cette timidité et je pensais vraiment que c'était une fatalité. Si vous êtes ici et si vous regardez cette vidéo, non, ce n'est pas une fatalité, cela s'apprend, s'entraîne, s'améliore et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui, comment dépasser cette timidité, cette réserve, ce manque d'audace ou de courage que vous pouvez parfois ressentir avec 3 techniques simples et comment faire pour véritablement mettre en pratique ces conseils que nous allons voir. J'ai donc par la suite, avec un intérêt pour l'art oratoire, créé une entreprise de formation, Silence, donc silence, point. Pourquoi ? Parce que je suis persuadé que le silence, c'est le nirvana de l'art oratoire. C'est le signe que vous avez atteint une maîtrise, une aisance dans votre prise de parole. Et malheureusement, ceux qui ne le maîtrisent pas font preuve là d'un manque de maîtrise. Vouloir parler à tout prix, vouloir combler les silences, combler les trous, c'est malheureusement le signe d'un manque d'aisance, mais c'est aussi le symptôme qui causera une difficulté dans vos prises de parole en public. Donc silence pour être plus à l'aise et en même temps être plus impactant et faire la différence dans vos prises de parole. Donc je vous le disais, j'ai aujourd'hui la chance et le plaisir d'accompagner des publics très variés et c'est aujourd'hui votre tour puisque vous suivez cette vidéo de présentation de prise de parole et d'art oratoire qui va vous permettre d'acquérir 3 techniques simples, rapides, efficaces, clés en main. Vous allez mettre en pratique tout de suite. Je commence donc avec une petite question que je pourrais vous poser et que l'on pose naturellement. Qu'est-ce qui pour vous fait qu'une prise de parole en public est réussie ? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez dire « Ah tiens, cette personne parle bien en public ». Comment se fait-il que des hommes politiques, des femmes politiques attirent votre attention lorsqu'elles prennent la parole ? Vous allez me dire « Bon, c'est parce qu'en fait, ils sont préparés ». Vous allez me dire « Ah, c'est une espèce de charisme, il a confiance en lui ». Vous allez me dire « Il est très courageux, il prend la parole comme cela, il le fait sans difficulté aucune ». Je vous dirais oui. Mais je vous dirais, il y a un truc qui manque. Il y a un truc qui manque parce que au fond, le charisme, la confiance en soi, la présence, l'éloquence, ce sont des notions certes vraies, mais certes abstraites. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne vois pas concrètement comment cela se manifeste. Et c'est ce qui, à chaque fois, me frustre terriblement quand j'entends ces termes-là,
on a la sensation de savoir ce que c'est, mais quand c'est notre tour de mettre en pratique ces conseils, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce que ces conseils sont beaucoup trop abstraits. Et nous allons voir tout de suite des conseils très concrets qui vont vous éviter de trop réfléchir. Si je dois penser à tout ce qui fait le charisme de Barack Obama, tout ce qui fait le charisme de tout homme politique ou de toute personne de votre vie quotidienne, je vais me mettre à stresser parce qu'il y a tellement de choses à penser que ça va être difficile d'y penser le jour J. Et moi, je voudrais que vous reteniez une épure, une huile essentielle de contenu. Une épure qui va vous fournir le tout sans vous demander de penser au tout. Cette épure, elle est simple. Regard, dos, voix. Regard, posture, voix. Regard, parce que c'est celui qui va vous permettre de créer cette relation, cette connexion avec votre public. Et derrière le regard, nous allons voir qu'il y a beaucoup plus qu'un simple échange comme celui que nous partageons en ce moment. Le dos, parce que dans le dos, il y a posture, comment vous vous tenez, que vous soyez assise ou debout. Mais également votre gestuelle, ce que vous faites de vos mains, de vos mimiques faciales. Et enfin, la voix. La voix, c'est celle qui donne, c'est également elle qui est remarquée lorsqu'on est en difficulté, lorsque vous avez peut-être du mal à parler, parce que trop stressé, parce que je préfère terminer rapidement, vous comprenez, j'ai pas trop envie d'ennuyer les gens. Et ça, le regard dos-voix, une fois maîtrisé, c'est l'assurance d'une prise de parole réussie. On pourrait aller plus loin, et on ira plus loin certainement plus tard, mais maîtriser votre RDV, c'est être au rendez-vous de votre prise de parole. C'est être au rendez-vous de votre exercice de prise de parole en public. Regard, dos, voix. Alors on va rentrer dans le détail de chacun de ces points dans cette vidéo spéciale prise de parole et nous allons voir comment concrètement maîtriser votre RDV, votre regard, dos, voix. Alors le regard, ce qu'il faut savoir à ce propos, c'est qu'il est l'objet de beaucoup de fantasmes. On nous dit qu'il faut regarder, en même temps, trop regarder c'est gênant, le regard c'est le miroir de l'âme, vous comprenez, j'ai pas envie que les gens sachent ce que je pense et voient que je suis stressé, ce serait terrible. Et pourtant, une étude américaine a montré que regarder quelqu'un plus de 4 minutes permettait de ressentir pour cette personne des choses tellement fortes que vous ne l'avez peut-être jamais ressenti pour aucune personne autour de vous. Le regard, c'est un outil extrêmement puissant et malheureusement, nous nous en servons très très mal. Le regard peut vous permettre de diminuer l'effet de projecteur. Alors l'effet de projecteur, c'est un biais cognitif découvert par 2 psychologues. Qu'ont-ils montré? Ils ont montré que lorsque nous sommes stressés, lorsque nous sommes tendus, nous avons l'impression, la tendance à être le centre de l'attention. C'est-à-dire qu'on se sent regarder plus que de raison. On se dit « Oh là là, tout tourne autour de moi, je suis le nombril du monde et je me sens pas très bien dans cette posture-là. Je me sens pas bien du tout. » Du coup, vu que je me sens pas bien, je vais regarder ailleurs, je vais arrêter de vous regarder parce que si je vous regarde, je me rends compte que vous me regardez et donc je suis encore plus le centre du monde. C'est terrible cet effet de projecteur parce que je suis sûr et certain que vous l'avez déjà ressenti une fois. Je n'ai pas envie de me rendre compte que mon interlocuteur ou que mes interlocuteurs me regardent, du coup, je regarde ailleurs et ça me permet de me détendre. Pour le diminuer, cet effet de projecteur, rappelez-vous de ceci. Vous n'êtes pas regardé. C'est vous qui regardez. C'est-à-dire que vous allez plutôt que de vous concentrer sur le regard des autres, vous concentrer sur le regard que vous donnez. Ce n'est pas vous qui me regardez en ce moment, c'est moi qui vous regarde. Ce faisant, on diminue la pression, on diminue le stress associé à l'exercice de la prise de parole, car vous n'êtes pas le centre de l'attention, c'est l'autre qui est le centre de votre attention, c'est lui la star, c'est lui l'étoile, c'est lui qui brille, et c'est parce que c'est lui la star que vous le regardez. Ce faisant, vous allez diminuer 2 effets psychologiques qu'on appelle l'effet télépathe et l'effet cartomancienne. L'effet télépathe, c'est l'impression de savoir, de deviner ce que les autres pensent. Mais regardez, il a eu cette mimique faciale à ce moment-là, il a regardé, donc ça veut dire qu'il se dit ça sur moi. Au fond, vous ne le savez pas, vous n'êtes pas télépathe, personne ne l'est. Et puis l'effet cartomancienne, cette impression de savoir ce que les autres pensent et qu'ils pensent toujours à quelque chose de négatif sur vous. Ah, ils ont vu que là, j'étais pas parfait, ils ont vu que j'ai bégayé, ah, ils ont vu, là, c'est sûr qu'ils ont vu. Ces effets-là sont peut-être vrais, mais vous ne le saurez jamais. Dès lors, utilisez l'a priori du doute positif, vous ne savez pas, alors choisissez d'imaginer le meilleur. L'effet de projecteur étant diminué, lorsque vous posez votre regard sur ceux de vos interlocuteurs, vous êtes plus à l'aise, vous vous décentrez, vous vous déstressez. Vous n'êtes pas regardé, c'est vous qui regardez. Et techniquement, on pourra voir plus tard comment faire pour s'en servir de ce regard très posé sur votre public. La seconde chose, c'est que le regard va vous permettre de garder le fil imaginaire
sur votre public. L'orateur est le funambule des mots sur le fil du regard. Allez, je la refais. L'orateur est le funambule des mots sur le fil du regard. Vous tendez un fil lorsque vous prenez la parole, que ce soit devant un public ou même devant une seule personne. Ce fil étant tendu, grâce au regard, les idées viennent. Vous savez quoi dire, vous savez quoi faire. Et puis, à un moment donné, ce fil peut se détendre. Je regarde en bas à droite. Et vous voyez ce qui se passe, dès que ce fil se détend, tout de suite les idées sont moins claires. On arrive moins à trouver facilement, à faire passer le message. Et ça s'explique. En effet, lorsque je ne suis plus en contact avec mon public, je me concentre sur moi, je cherche à accéder à ma mémoire ou à mon imagination. Et ce faisant, j'en perds ce stress. J'en perds ce stress de l'échange qui me permet d'être fluide, de trouver mes idées, de savoir quoi dire. Je veux, à partir d'aujourd'hui, que vous vous appuyiez sur ce fil invisible, que vous vous appuyez sur ce stress généré par l'échange pour trouver vos idées. Si vous êtes dans une posture trop introvertie, qui n'est certes pas un problème, mais qui dans le contexte de la prise de parole n'est pas adaptée, eh bien, vous allez mouliner. Vous allez mouliner. Donc, servez-vous du regard pour créer ce fil invisible, maintenir la connexion, créer la relation, et ce faisant, vous aurez toujours des idées lorsque vous parlerez. Troisième point, vous le savez peut-être, mais un psychologue, un scientifique italien, Giacomo Rizzolatti, a montré quelque chose d'assez exceptionnel. Il a montré que lorsque nous prenons la parole, d'une manière générale, lorsque nous observons quelqu'un, nous avons tendance à activer dans notre cerveau des neurones qui s'activent dans celui qui agit et qui lui permettent d'agir. Sous-entendu, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous me regardez parler, vous me regardez faire des gestes, utiliser mes mains, eh bien, dans mon cerveau s'activent des neurones moteurs qui me permettent d'activer ces mouvements-là. Eh bien, si vous me regardez en train de produire ces mouvements-là, il y a de fortes chances que votre cerveau active les mêmes neurones, d'une certaine façon. Ces neurones qui s'activent conjointement dans votre cerveau et dans le mien, c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Et ces neurones miroirs s'activent lorsque vous prenez la parole. Si vous me regardez ou si vous regardez votre public en parlant, naturellement, vous allez lui donner envie de vous regarder aussi. Donc, initiez la relation pour avoir en retour de l'écoute et du regard de la part de vos interlocuteurs. Et puis le dernier point, peut-être que vous y êtes sensible et que vous avez déjà vécu ça vous aussi, parfois on parle trop vite. Vous savez, parfois on a tendance à parler très très vite quand on prend la parole, on est là, on ne s'arrête pas, etc. Et du coup, on se perd. Et on perd également notre public. Et c'est le meilleur moyen d'être stressé, d'avoir du mal à parler, d'être mal à l'aise. Pour diminuer ça, regardez votre public. Regardez-le et on va voir comment, évidemment, mais regardez-le pour éviter d'aller trop vite, pour éviter de vous perdre dans votre prise de parole. Techniquement, on pourrait rentrer dans le détail, mais je veux à ce niveau-là que vous reteniez une chose. Le regard doit être singulier. Singulier, qu'est-ce que cela signifie? Je vais regarder chaque personne 3 secondes. Une personne, 3 secondes. Une personne, 3 secondes. Une personne, 3 secondes. Et en parlant, je vais donner une phrase par personne. Dès que je regarde une personne, je donne une phrase, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je m'appelle Nicolas. Je suis très content d'être là. Et aujourd'hui, nous allons parler de prise de parole, un sujet qui est fondamental aujourd'hui dans notre société. Vous voyez ce que je viens de faire? Je viens de poser un regard et d'envoyer une phrase sur chacun de mes interlocuteurs. Pourquoi? Parce que le regard est condamné au singulier. S'il vous plaît, n'écoutez pas ces personnes qui vous disent il faut balayer ton public et regarde, balaye-les et puis tu verras. Ou qui vous disent regarde au fond de la salle, tu regardes bien droit et tu verras, ce sera plus simple. Regarde bien au fond de la salle. Ne les écoutez pas. Ça part pas d'un mauvais sentiment, évidemment, ils veulent vous aider, mais ça n'est pas utile. Si vous balayez votre public, vous allez parler à une masse d'individus et c'est le meilleur moyen d'être mal à l'aise. De même, si vous regardez au fond de la salle, je peux vous assurer que ça va se sentir à un moment donné, vous ne serez pas connecté. Vous ferez une bonne prise de parole, vous ferez une mauvaise prise de parole en public. Regardez chacun de vos interlocuteurs droit dans les yeux de manière singulière pour recréer les conditions d'interaction singulière. Le regard est condamné au singulier. Ne l'oubliez pas, le regard est condamné au singulier. On pourrait aller plus loin sur le regard, faire quelques exercices, travailler votre capacité à entrer en connexion, à faire lien, mais nous le verrons plus tard dans d'autres formats. Pour l'instant, je voudrais me concentrer sur le dos, la posture. Alors le dos, la posture, c'est un ensemble d'éléments, vous le savez peut-être. Amy Cuddy, une chercheuse américaine, a montré que votre posture influence votre
physiologie. En gros, si vous vous tenez plutôt bien, et on va voir ce que cela signifie, vous allez augmenter votre taux de testostérone, que vous soyez une femme ou un homme. Testostérone étant associé à la confiance en soi, à la prise de risque. Si vous vous tenez mal, vous allez augmenter votre cortisol. Cortisol, c'est une hormone associée au stress, associée à la vigilance, voire même à l'hypervigilance. Cette posture dépend évidemment des gens, et pour être tout à fait honnête, certaines personnes, je pense notamment à la chercheuse allemande Eva Reinhill, ont montré que ce n'était pas vrai du tout. Ont montré qu'il y avait beaucoup de placebo. Chez certaines personnes, effectivement, la posture influence la physiologie, chez d'autres, ça ne l'influence pas tout à fait. Alors, pour votre posture, si vous parlez debout, essayez de penser à ces 4 appuis. Le premier, c'est l'ancrage au sol. L'ancrage au sol, imaginez vos pieds, et ceux-ci doivent être séparés l'un de l'autre par l'écartement naturel de vos hanches. N'en faites pas trop, n'en faites pas assez. Cela se fait assez naturellement. Si vous avez tendance à marcher un petit peu, à gigoter, rappelez-vous que vous pouvez tout à fait mettre votre poids du corps sur l'arrière, et nous le verrons peut-être dans un autre format. Cela fera vraiment la différence dans votre ancrage au sol et dans l'impression que vous allez donner à votre public. La deuxième chose, pour les personnes qui ont déjà eu, vous savez, cette impression de jambes tremblantes sous l'effet du stress, cette impression d'avoir le sol qui se déroberait presque sous leurs pieds et d'avoir une forme de tension sévère. Pour ces personnes-là, rappelez-vous de cette chose suivante, gardez toujours de la flexibilité au niveau de vos genoux. Ne soyez jamais tout à fait rentré, mais ne soyez jamais non plus en mode ski. Vous voyez le truc, on ne va pas non plus se plier en deux. Essayez de garder toujours les genoux flexibles, un petit peu comme dans certains sports, certains arts martiaux, pour être prêt et ne jamais créer de contraction involontaire au niveau de vos cuisses. Ça fera la différence également. Le troisième conseil que je veux vous donner par rapport à la posture se joue au niveau des épaules. Alors là, pour les épaules, je veux que vous rapprochiez un tout petit peu vos omoplates, les 2 os que vous avez dans le dos. Lorsque vous ferez ça, que va-t-il se passer? Vous allez naturellement ouvrir davantage votre cage thoracique, vos épaules vont être plus ouvertes, vous serez plus en confiance et vous renverrez une bien meilleure image chez votre public. Alors je vous vois peut-être venir, vous allez me dire, oui mais si je fais ça Nicolas, moi tu sais, niveau posture c'est pas top parce que j'ai l'impression de mettre la poitrine ou le torse en avant et je ne suis pas un coq, je ne fais pas ça. Je vous comprends un peu. Dans ce cas-là, lâchez un petit peu la posture, faites-en un tout petit peu moins et rappelez-vous de ceci. Si ça ne vous semble pas naturel, je le comprends totalement. Maintenant, il y a une différence entre naturel et habituel. Ce qui est naturel, c'est ce que l'on fait habituellement en vérité. Donc si vous me dites, je vais faire ça tous les jours, 1 heure par jour, 10 minutes par jour, bref un temps par jour, vous allez voir que cette posture à la fin deviendra habituelle et donc naturelle. Il y a quelques années, si je vous avais dit est-ce que marcher pour vous c'est naturel, vous m'auriez dit non, moi je préfère ramper, c'est plus naturel pour moi. Vous voyez? Donc naturel, habituel, l'habitude vient par la pratique. À vous de pratiquer pour avoir cette sensation de naturel sur le long terme. Et puis le dernier appui, après avoir parlé des omoplates rapprochées, c'est le port de tête. Vous avez déjà pratiqué de la danse, fait du chant. Dans ce cas-là, cela va vous parler. Vous allez imaginer un fil qui part de l'arrière de votre crâne donc, et qui va le tirer vers l'arrière encore, pour éviter d'avoir, vous savez, la tête qui penche en avant. Si elle penche trop en avant, vous allez vous désolidariser, les épaules vont être un petit peu fermées et vous ne serez pas à l'aise, vous renverrez une image peu confiante à votre public. La posture, on pourrait la voir assise, on pourrait parler également de gestes et on va en parler très rapidement, mais gardez ceci à l'esprit, votre posture peut faire la différence dans vos prises de parole. Alors pour ce qui est de la gestuelle, vous allez me dire, moi je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose de faire des gestes. Et je vous comprends. Gardez ceci à l'esprit pour l'instant. Les gestes peuvent être une très bonne chose lorsqu'ils sont maîtrisés. Il existe toute une typologie de gestes qu'on appelle les gestes co-verbaux, nous verrons dans d'autres formats. Gardez à l'esprit que faire des gestes est une bonne chose et que vous pouvez par exemple faire parmi la liste des 7 gestes co-verbaux ce qu'on appelle des gestes battements. Les gestes battements, ce sont des gestes un peu comme ceci, circulaires, avec une main, avec 2 mains, qui peuvent être ouverts, qui peuvent être plutôt tournés vers l'orateur et qui vont vous permettre de donner du rythme à votre parole, qui vont vous permettre d'accélérer votre débit, qui vont vous permettre d'être plus fluide. Ces gestes-là, vous les remarquerez partout autour de vous et ils sont un excellent moyen de développer votre aisance à l'oral. Avec les gestes battements, vous avez d'autres gestes. Je pense notamment aux gestes déictiques, aux gestes d'interaction, aux gestes iconiques, aux gestes métaphoriques, aux gestes emblématiques que nous verrons plus tard. Ils sont
indispensable pour réussir vos prises de parole, mais aussi pour faire la différence. Mais également pour être plus à l'aise, car très souvent, lorsqu'on n'est pas à l'aise, lorsqu'on sent cette pression, cette tension, qu'est-ce qu'on fait avec ses mains? Vous le savez très bien. Je les mets dans le dos, je fais comme si elles n'existaient pas et je me dis, mais qu'est-ce que je peux bien faire avec mes mains? Tiens. Et justement, ce que nous allons voir plus tard, c'est comment faire pour vous servir de vos mains, pour ne pas avoir cette impression qu'on ne sait pas trop à quoi elles servent, pourquoi elles sont là, je ne sais pas, elles sont là, donc je dois en faire un truc. Nous allons voir comment vous en servir de manière éloquente et ne plus les subir. Ne plus les subir. C'est ce qui fera véritablement la différence dans vos prochaines prises de parole. Gardez ceci à l'esprit. En plus de la posture debout et de la gestuelle, nous verrons également la posture assise, ce qu'elle implique, car j'imagine que vous prenez parfois la parole en réunion dans le cadre de votre activité ou même assis pour organiser des échanges et des débats. Et puis le dernier paramètre, vous vous rappelez de cette méthode, la méthode RDV, c'est la voix. La voix, vous la connaissez, vous la pratiquez, vous en avez une. Et pareil, je pourrais vous demander un peu comme en introduction, qu'est-ce que c'est que la voix? Comment vous la composez? Comment vous l'organisez? Comment vous la pensez? À ce stade, lorsque je demande ce qu'est la voix en général dans mes formations, dans nos formations silence, on a la réponse suivante. La voix, c'est plein de choses. C'est un timbre, c'est le souffle aussi, c'est le souffle. Et souvent, on va vous dire, moi, vous savez, j'aime pas trop ma voix. Moi, j'aime pas m'écouter, j'ai du mal avec ça. Je trouve que j'ai une voix qui n'est pas assez assurée, qui n'est pas assez affirmée. Je vous dis, ok, vous avez le droit d'aimer ou de ne pas aimer votre voix, il n'y a aucun problème. Mais est-ce que vous pourriez me dire exactement ce qui cloche? Je ne sais pas trop, je trouve qu'elle est pas assez assurée. C'est-à-dire, pour identifier cela, moi je vous propose de partir d'une réflexion simple. Les composantes de la voix. Vous avez le timbre c'est votre voix naturelle, c'est ce qui fait la différence entre le la d'un piano et le la d'une flûte. Vous voyez, ces composantes morphologiques, génétiques qui expliquent qu'on peut distinguer la voix de notre frère de la voix d'un cousin ou de la voix d'un ami. Vous avez également ce qu'on va appeler le débit, la vitesse d'élocution, parler vite, parler lentement. Le débit en France moyen se situe autour de 180 mots par minute, ce qui est de plus en plus rapide et ce qui explique que le troisième paramètre, l'articulation, va à volo généralement, qu'on a de plus en plus de mal à bien articuler, à avoir une bonne diction, mais tout cela se travaille dans la pratique grâce au coaching et grâce à la formation. Un quatrième paramètre qu'on peut appeler le volume étant la force, la puissance de votre voix, un volume élevé ou un volume plutôt bas, les deux présentant des avantages. On va avoir également la hauteur de voix, parler aigu, parler grave, et avec cela entre en jeu également la notion de variation ou d'intonation. Vous savez, il y a des personnes qui sont très monocordes, donc qui ont une incapacité à créer de la variation, d'autres qui vont être très multicordes, donc qui vont créer de la variation lorsque elles vont vous parler. Et puis enfin, un dernier paramètre, mais qui est peut-être le plus important, avec la notion de silence, c'est la notion de respiration. Respiration ou souffle. C'est la base de tout. Et on pourrait faire un exposé théorique de 2 heures pour parler de respiration. Moi, je veux juste que vous vous posiez la question, est-ce que je respire bien lorsque je parle? Lorsque je parle, pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de clients qui respirent très très bien et qui n'ont aucun souci de respiration, qui ont déjà fait du yoga, qui ont déjà pratiqué du sport, qui font du chant. Lorsqu'il s'agit de parler, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Donc, pourquoi? Si vous voulez, et pour le dire très rapidement, la respiration est essentielle lors d'une prise de parole. Elle est très souvent thoracique, c'est-à-dire qu'elle va impliquer un mouvement de la cage thoracique. Ce n'est pas une mauvaise respiration en soi, mais elle peut causer une difficulté respiratoire sous l'effet du stress. Elle peut basculer vers ce qu'on peut appeler une respiration claviculaire, comme le nom l'indique, qui entraîne un mouvement des clavicules. Ce faisant, vous êtes soit en excès respiratoire, soit en manque respiratoire. Et c'est pourquoi il faut privilégier, de préférence donc, une respiration ventrale. Cette respiration ventrale va vous aider à prendre davantage d'air et à être plus à l'aise lorsque vous allez prendre la parole. Techniquement, ça prend du temps de l'améliorer, mais regardez du côté de Respire Relax Plus, par exemple, une application qui est disponible sur l'Apple Store ou qui est disponible également sur l'Android Market. Elle est gratuite et elle va vous entraîner, vous aider à pratiquer la cohérence cardiaque. La respiration ventrale, qui est une respiration profonde, s'apprend en séance, en formation, et je peux vous assurer, pour la pratiquer moi-même depuis au moins une dizaine d'années,
qu'elle est très utile pour développer votre aisance à l'oral. Une personne qui maîtrise une respiration ventrale en parlant n'aura plus jamais aucun symptôme sévère du stress lors d'une prise de parole. Une personne qui maîtrise la respiration ventrale pourra exploiter tout le potentiel de sa voix avec aisance et éloquence. Maintenant, ça demande du travail et à partir du moment où vous maîtrisez cette respiration ventrale en parlant, vous êtes gagnant. Et vous pouvez ensuite travailler sur les différents paramètres, ce que l'on verra évidemment en séance si nous travaillons ensemble. D'une manière générale, si nous clôturons ce chapitre, et évidemment qu'il est très théorique, mais il fera la différence et il vous permettra d'accéder à des exercices pratiques de qualité s'il est bien intégré. Le regard pour créer cette connexion, et nous avons vu pourquoi, est une partie du comment. Comment placer votre regard dans vos différentes interactions. À vous de jouer dans vos échanges du quotidien, dans vos prises de parole en public, professionnelles ou interpersonnelles. À vous de vous entraîner à placer ce regard. Le dos avec ses différentes composantes, la posture, comment se tenir bien droit, la gestuelle, quel geste utiliser, nous avons parlé d'un geste, le geste battement, mais également les différentes postures à exploiter, à voir plus tard, notamment la posture assise. Et puis enfin la voix qui donne ses différentes composantes et également la respiration, le souffle qui est indispensable pour réussir une bonne prise de parole. Alors évidemment, ça ne s'apprend pas en un jour. Ça ne s'apprend pas en 2 jours. Ça s'apprend avec plusieurs semaines de pratique, avec plusieurs semaines de coaching, avec plusieurs semaines de remise en question, de travail en profondeur. Mais c'est exactement ce qui vous attend si nous travaillons ensemble, si nous nous permettons d'aller plus loin, d'exploiter ce potentiel, de dépasser cette timidité, d'aller vers de l'audace, du courage qui fera la différence définitivement dans votre prise de parole, mais dans votre vie d'une manière générale. Car vous l'avez compris, la prise de parole, c'est du développement personnel accompagné de techniques, d'outils concrets qui permettent d'aller plus loin. Se former en prise de parole, c'est également aller plus loin. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'a marqué mais qui est terriblement vraie. Au tout début de ma carrière de formation en prise de parole, avant même de créer Silence, j'avais à l'époque accompagné une personne, il s'appelait Jean. Jean qui était un professionnel, donc qui travaillait en cabinet de conseil, qui avait une trentaine d'années. Et Jean maîtrisait à la perfection cette méthode du RDV. Il était vraiment très très éloquent au regard d'une personne qui ne s'était jamais formée. Et Jean aimait s'entraîner à prendre la parole. Il voulait être très éloquent, ressembler à ces avocats que l'on voit au quotidien et il voulait vraiment performer. Alors tout se passait bien pour Jean. Jean était plutôt content et puis à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que Jean a commencé à avoir des gestes parasites. Vous savez, ces gestes parasites, ce sont des gestes qui trahissent de la nervosité ou du stress. Donc au début, c'était plutôt léger, mais je lui ai fait remarquer. C'était mouvement du visage comme cela, on se touche le visage, on fait moins attention, etc. Je lui ai dit, Jean, attention, geste parasite, ça fait perdre un petit peu en qualité d'écoute. Le public se concentre sur ce que tu fais et moins sur ce que tu dis. Il me dit, ok, pardon, je recommence. Et puis, il ne se touche plus le visage cette fois-ci, mais il commence à se toucher les mains, à se les savonner. Vous savez comme on le fait quand on est un petit peu tendu, mais de manière assez visible. Je lui dis, Jean, le RDV c'est super, mais attention, là on a un geste parasite qui, pareil, entrave la capacité du public à comprendre le message. Il me dit, ok, pardon. Et puis troisième essai, et là c'était plus pernicieux encore, plutôt que de se toucher les mains, Jean s'est mis à cligner les yeux de manière compulsive presque, sans être capable ni de s'en rendre compte, ni de l'arrêter. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que prendre la parole nécessite ce travail de façade, et qui est certes très important parce que c'est celui que voit le public, mais il nécessite de travailler en profondeur également. Car les gestes parasites que Jean manifestait étaient des gestes de gestion de la peur. Cette peur qui, malgré la maîtrise du RDV, existait encore et ne l'avait jamais quitté. C'est pourquoi nous travaillerons sur cela, la gestion de la peur de la prise de parole. Nous travaillerons également sur votre capacité à improviser à l'oral, sur votre capacité à structurer un message, sur votre capacité à prendre la parole dans les médias, sur votre capacité à maîtriser avec des outils physiques concrets votre stress, à être plus assertif pour être plus confiant encore, votre capacité à structurer et à synthétiser. Bref, tous les domaines de l'art oratoire et de la prise de parole seront travaillés ensemble, en individuel et en groupe, car ce sont la forme de nos différents accompagnements. Si vous voulez travailler ensemble, aller plus loin et exploiter véritablement ce que nous venons voir ensemble, sachez que chez Silence, nous proposons
des coachings et des formations. Des coachings individuels à deux et des formations en groupe, des formations en petits groupes, mais également en plus grands groupes pour les particuliers et pour les entreprises. Ces formations et ces coachings, vous pouvez les